Alors, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à ces journées de réflexion, une initiative plus que bienvenue qui acquiert aujourd'hui une nouvelle actualité dans les temps que nous traversons, qui sont sombres temps que nous traversons. Parler de théorie en termes de politique de la pensée ou de critique théorique plutôt que de théorie au singulier, de forme d'exercice de critique plutôt que de critique en général, c'est tout d'abord rappeler que, comme le soulignait Adorno, penser, c'est toujours penser quelque chose. Et donc, je vais commencer par vous dire, non pas ce que je pense, mais ce qui me fait courir pour ce que je vais dire plus tard, c'est-à-dire, je travaille depuis un certain temps sur l'étrange disjonction en France entre l'histoire de la métropole et l'histoire de l'Empire, la difficulté de penser ensemble, les histoires enchevêtrées qui se sont produites et qui ont toujours des effets, leurs effets dans ce pays, et plus généralement la manière dont, l'intelligibilité, du présent passe toujours par un État-nation qui est une Europe, si vous voulez, qui dans le passage à la modernité s'est fait tout seul, sans aucun rapport avec la conquête, la colonisation, etc. Donc, pourquoi j'ai pensé je vais d'abord faire quelques remarques sur la théorie, puisqu'on est dans la partie théorie, et ensuite développer très rapidement certaines formes de critique et à la fin poser quelques questions. Poser quelques questions qui sont liées à une question principale qui tourne, autour de laquelle je tourne. Est-ce que la critique est vraiment née en France? Et comme on lit dans un des textes, dans un texte important de Foucault, qu'est-ce que la critique? En France, en Europe, pardon, excusez-moi, c'était un lapsus significatif. C'est-à-dire, est-ce que cet imaginaire et cette grille nationale n'empêche pas, disons, de penser ensemble la France et son passé impérial et son présent aussi de colonialité, disons, et plus généralement l'Europe, l'Ouest, le reste, comme disait Stuart Hall. Alors, pourquoi pas de théorie avec grand T? Parce que, disons, ce que j'ai compris aussi du petit descriptif de colloque et de ces journées, et je pense que c'est ce qui est très important, c'est que la théorie est pensée aussi comme une activité. L'activité de théorisation, c'est-à-dire comme l'entendait Stuart Hall, qui préférait le verbe théoriser au substantif théorie, vu comme une intervention, comme un agir. Si dans son sens, si dans le sens communément admis, la théorie apparaît comme retrait à un langage obscur, autoréférentiel, cette activité de pensée, de théoriser, de pensée et de la théorisation, vise plutôt un effort de plier le langage de telle sorte qu'il soit en mesure de contester les évidences communément admises, c'est-à-dire inventer un langage de contestation, de remise en cause des évidences sur lesquelles reposent les hiérarchies et les rapports de force existantes. De ce point de vue, la théorisation, on dirait qu'elle est la partie liée avec la critique, quelle que soit
qui, quelle que soit sa définition, suppose la résistance à un ordre établi. Hein. Bon, toutes les définitions ont toujours cette idée de résistance. Mais comme l'énoncent les termes de notre journée d'études, il y a plusieurs formes d'exercice de la critique. Il y a le sens courant comme évaluation négative qui, dans un élan positiviste, s'emploie à pointer ce qui est faux ou inexact, par exemple, en se situant en dehors du contexte et des enjeux de la critique sur un possible, ou en tout cas supposé, point de vue archimédique. Mais il y a également des formes d'exercice de la critique qui impliquent un processus autocritique au sens d'un travail autoréflexif sur ses propres présupposés, sur la violence constitutive des concepts de notre tradition théorique, en particulier occidentale, mais pas seulement, et sur leur historicité. Donc, le correctif, bien sûr, ne réside pas à l'abandon de la pensée, parce qu'elle est occidentale, mais peut-être, comme on le voit dans certains textes d'Adorno, à un double mouvement dans lequel l'effort de saisir l'autre, le non identique, ce qui échappe au concept, ce qui est invisibilisé dans le concept, n'est qu'un premier moment qui doit être rectifié par une réflexion sur la pensée elle-même, sur son enracinement dans la réalité telle qu'elle est, et sur son historicité. Donc, voilà, donc, disons, un moment réflexif dans lequel, disons, il y a la reconnaissance de l'inachèvement du travail conceptuel, du travail théorique. L'historicité ici est très importante parce que traquer les antagonismes qui ont façonné des concepts ou des notions comme femme, homme, noir, tzigane, musulman, européen, c'est tout à fait par hasard, voilà, c'est des exemples. Dans ces notions, donc, toute la historicité et les antagonismes que portent, grâce auxquels ces notions sont arrivées à nous, avant qu'ils ne se pétrifient en faits bruts, en données statistiques, en comportements, en chiffres de criminalité, fait partie précisément d'un tel travail critique. Et c'est peut-être dans la remémoration de ce qui est oublié, subsumé ou supposé résolu, par exemple la liberté des femmes dans l'Occident, l'indépendance des colonies et des choses de ce type, que pourrait prendre racine ce travail de remémoration qu'on trouve souvent dans la théorie critique, en particulier l'école de Francfort. Je cite, « Repenser et mettre à nu ce qui est caché sous l'évidence d'un processus, d'une théorie, d'un concept, caché non pas au sens de la conspiration, d'un complot, mais au sens de ce qui est reprimé parce qu'il ne rentre pas dans la logique du fait accompli. » Donc, bon, ça c'est une manière une voie de critique et qui, par exemple, dont un des représentants pourrait être Adorno, par exemple. Il ne s'agit pas ici de remplacer des vérités erronées pour proposer d'autres vérités, mais surtout de mettre en crise les modes de production de vérité elles-mêmes. Mais ce qui est un exercice de mettre à nu des constellations de pouvoir, d'insubordination volontaire, mais aussi, comme le souligne Butler, qui est aussi en ce sens-là, qui participe, disons, de cette logique de la critique, une exploration des possibilités de penser autrement, d'un pensée dialogique qui
porte l'action, qui sans cesse dénaturalise et historicise ses propres présupposés. C'est une telle version qu'on trouve par exemple dans Edouard Saïd, dans sa proposition, c'est ce qui m'intéresse pour le territoire qui m'intéresse, dont je vous ai parlé au début, à Edouard Saïd, dans sa proposition de lecture en contrepoint des voix discordantes et des héritages et des hybridations des empires coloniaux, non seulement dans la littérature, mais dans la culture, dans la vie politique d'après la décolonisation, disons. Et en particulier dans la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui dans une Europe où il y a la nouvelle génération de nouveaux Européens est, disons, est toujours considérée comme des citoyens de seconde catégorie. Or, comme souligne Saïd dans son Culture et impérialisme, après le désaveu des grands récits anticoloniaux et le tournant vers le local, ou à la microphysique du pouvoir, et s'il prend l'exemple de Lyotard et de Foucault, mais il pourrait prendre d'autres exemples, donc la microphysique du pouvoir qui concernait surtout l'individu, les grandes luttes de la décolonisation qui avaient constitué les engagements les plus profonds dans la politique et la philosophie de la décolonisation, sont arrivés à un épuisement, et un épuisement qui a, je le cite, péremptoirement retranché l'Occident de ces expériences communes avec le monde périphérique et disjoncter l'Ouest et le reste. On peut voir, si vous voulez, les effets, les deux exemples. Bon, il y a deux exemples qu'on peut donner de ce constat, qui, pour Saïd, est un constat, disons, est une situation problématique, qui est d'une part Foucault, c'est-à-dire l'absence, l'absence de centralité ou l'absence même d'une réflexion sur cette disjonction constitutive de la pensée entre l'Europe et les empires, entre la France et ses empires. Je parle de la France parce qu'on y est, mais aussi parce que cette disjonction, je pense qu'elle est plus importante que, par exemple, dans des pays comme l'Angleterre. On voit, par exemple, comment ce type de blind spot agit sur la définition même de la critique, qui est située quelque part entre le 16e et le 18e siècle. Quelque part, il y a quelque chose, dit-il, qui s'est passé quelque part entre le 16e et le 18e siècle, une sorte de façon de parler, et qu'on pourrait appeler de manière simple un refus, une critique, justement, une résistance au fait d'être gouverné, au fait d'être trop gouverné, au fait d'être gouverné avec ces résultats catastrophiques. Bon, je le cite pas, je résume. Et or, cette histoire, c'est présupposé que la critique est née en Europe, et particulièrement dans cette période qui est précisément la période dans laquelle
ce que Raymond Williams appelait la structure du sentiment, c'est-à-dire le mode de pensée, l'imaginaire colonial se crée et devient actif et opératoire dans la pensée, dans la manière dont on pense, est assez étrange quand même. Et c'est, comment dire, est aussi un trait qu'on peut voir, d'ailleurs pas seulement en France, mais aussi en Angleterre. Il faut se rappeler que la figure emblématique du citoyen et de la révolte populaire, c'est le Free-born Englishman en Angleterre, y compris dans la littérature très importante et dans une certaine mesure aussi constitutive du début de Cultural Studies de gauche comme E.P. Thompson, Williams, etc. C'est l'anglais né libre pendant une période où l'esclavage s'est développé, voilà, pour quelques siècles. Et donc, bon, je ne parle pas, donc, bon, Foucault est un exemple parce que ça montre, parce qu'en même temps, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé à penser précisément la question de la domination et de la subjectivité. Mais je vais donner un autre exemple qui est, qui est aujourd'hui aussi très important. C'est cette idée automatique, spontanée, que l'Europe et la France en particulier est, disons, le lieu où s'est développée de la naissance de la pensée égalitaire par opposition à d'autres pensées. Bon, je pense ici à Dumont, par exemple, à d'autres pensées comme les pensées orientales, et surtout les pensées des pays où il y a le prisme de la caste, qui sont les pensées hiérarchiques, les pays hiérarchiques. Cependant, comme le souligne, et là, c'est là où les histoires enchevêtrées, c'est-à-dire travailler ensemble sur des histoires et des expériences dissonantes, discordantes, voire opposées à un sens aujourd'hui. Or, comme le souligne un grand spécialiste indien du système des castes, qui a un nom français, qui s'appelle Béteille, ceux qui font remonter les conditions historiques de l'émergence de l'homo equalis, de l'égalité, de la société égalitaire à la modernité occidentale, ignorent en règle générale les aventures de cet homo equalis ici, c'est-à-dire en Inde. Comme si la destruction des sociétés aborigènes en Australie, j'ai 2 minutes, ça va, d'accord, en Australie et en Amérique, la réduction à l'esclavage d'innombrables populations noires ou l'imposition de l'inégalité institutionnalisée entre Européens et indigènes dans l'Asie tout entière s'était produite à une autre époque dans une autre planète. Quelqu'un ayant grandi, dit-il, quand l'Inde était encore une colonie britannique, aurait pu croire que c'était les Britanniques ou les Français ou les Hollandais qui étaient du côté de la hiérarchie et les Indiens, les Indochinois, les Indonésiens du côté de l'égalité. Pour finir, j'ai 1 minute et demie, je pense que, et pour revenir à ce que je pense être, disons, un territoire critique important à construire, en pleine construction, mais aussi à construire, c'est précisément cette nécessité aujourd'hui pour pouvoir penser un mode qui n'est pas binaire, un monde déjà hybridisé depuis des siècles, un monde des deux côtés, disons, mais aussi à l'intérieur de chacun des continents.
je pense que pouvoir exercer cette lecture à contrepoint, c'est-à-dire écouter, comme c'était la métaphore d'Edouard Saïd, de la musique, hein, c'est-à-dire on a plusieurs voix qui chantent une autre, enfin, qui ont un autre chant, d'autres paroles, mais qui font un ensemble. Et le point de vue, je pense que le point de vue de Saïd, en tout cas, ce point de vue de Saïd n'a pas assez été exploré, je pense, et ça serait vraiment, c'est vraiment un instrument pour penser notre présent, c'est précisément d'essayer au lieu de faire des dissonances, au lieu de revoir ces dissonances, ces discordances, comme des théories ou des idéologies parallèles, c'est d'essayer de développer un pensée dialogique, ce qui veut dire avec toutes les contradictions agonistiques, bien sûr, mais dialogique au sens où ils pensent ensemble toutes ces histoires et tous ces, disons,